Bonjour et merci aux organisateurs. Donc, ça va pas être évident de vous parler avec un PowerPoint, mais je vais quand même tenter. Et je vous propose cette première image que j'ai prise, qui est une carte du tout début du XVe siècle, qui nous vient de Corée, et qui illustre, vous le voyez, j'ai pris la liberté d'indiquer un petit peu, vous voyez la Chine qui représente la majeure partie de cette carte et donc du monde, et puis vous avez, vraiment dans le coin supérieur gauche, l'Afrique et l'Europe dans un petit agglutinat, comme ça, tout à fait remarquable, je pense, parce que quand nous pensons à notre propre passé, bien souvent, nous avons tendance à penser que nous avons apporté dans la cartographie, comme dans bien d'autres champs disciplinaires et scientifiques, le progrès. Les Asiatiques, en tout cas au XVe siècle, étaient plus que capables de gérer leur propre cartographie, merci pour eux. Et donc, l'argument que je pose en préalable, c'est que si au XVe siècle déjà, l'Asie était le monde, bien plus que l'Europe, qui à cette époque était à la périphérie du monde eurasiatique, c'est bien vers un monde plus asiatique que nous nous dirigeons aujourd'hui dans le XXIe siècle. Et ça pour la simple et bonne raison que la croissance économique en Asie est la locomotive de la croissance économique mondiale. La Chine, pour cette année, a une croissance estimée à 6, si je ne me trompe pas, 6,8% pour cette année, d'après le FMI, et 6,8 pour cette année, 6,6 pour l'année prochaine. Quand nous nous battons pour 1,5, 1,7. Alors, en guise d'introduction, je voulais mentionner un petit échange qui a eu lieu dans une autre tribune très intéressante il y a quelques mois. Vous reconnaissez le secrétaire général des Nations Unies, qui nous disait en septembre, devant l'Assemblée générale donc, les discours enflammés peuvent mener à des incompréhensions fatales et nous devons bien nous garder de marcher comme des somnambules vers la guerre. Alors c'est un argument qui est important parce que pour ceux qui ont cette connaissance historique, les somnambules, c'est une thèse de l'historien d'un historien australien d'ailleurs, qui nous a expliqué que, australien britannique, qui nous expliquait que les belligérants de la Première Guerre mondiale n'ont pas désiré, n'ont pas évalué a priori tous les enjeux lorsqu'ils sont rentrés dans le conflit. Donc contrairement à la thèse de Tushman parmi d'autres, ils sont entrés dans le conflit, dans cette Première Guerre mondiale, comme des somnambules. Et donc c'est cette référence qui a été mobilisée par Guterres. Et alors a suivi à la tribune quelqu'un que vous connaissez bien et que je me refuse de traduire, et qui déclare, lui, que la Corée du Nord fait n'importe quoi et que Little Rocket Man, nous y ferons face de la manière qui s'impose. Encore aujourd'hui, Donald Trump a réagi dans les médias sociaux en disant que « the United States will take care of it ». Donc ça, bien entendu, c'est vraiment parfait pour stabiliser le système international et gérer des crises comme celle que pose la Corée du Nord. D'ailleurs, les Nord-Coréens n'ont pas manqué d'y répondre en déclarant que, étant donné ces déclarations, la visite d'une de nos fusées sur le sol américain est dès lors devenue inévitable. Bon, voici une petite, en guise d'introduction, peut-être une problématique qui me semble importante aujourd'hui. Aujourd'hui tout particulièrement, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la Corée du Nord a encore lancé un nouveau missile cette nuit, mais c'est important aussi parce qu'on mobilise bien souvent ce spectre ou cette question du rôle de la Chine dans ce cadre-là. Et mon intervention va véritablement se focaliser sur la Chine, vous me pardonnerez ce tropisme, et si vous voulez dans les questions-réponses on pourra parler d'autres pays, ce n'est vraiment pas du China bashing aujourd'hui, mais la question c'est celle qui, au risque de caricaturer déjà, est celle qui agite beaucoup de nos cercles dirigeants. Comment traiter avec la Chine? Comment traiter la Chine? S'agit-il d'un panda bien doux qu'on peut embrasser? Et donc ça, c'est le reflet du débat qui a cours à Washington depuis de nombreuses années. Do we hug the panda or do we slay the dragon? Est-ce que nous devons combattre un dragon, c'est-à-dire une puissance révisionniste qui veut contrôler le monde, une nouvelle puissance hégémonique, ou est-ce que nous sommes là face à un partenaire avec qui nous pouvons faire du commerce sur une base tout à fait légitime et pacifiée? Parce que vous constaterez, j'ai fait une fausse manœuvre, que le panda, il écrase quand même un rameau d'olivier sous sa patte gauche. Alors,
Cette question, finalement, on peut la formaliser autrement. C'est est-ce que la Chine va se socialiser? Est-ce qu'elle va s'intégrer au système international? Est-ce qu'elle va, en d'autres termes, trouver son contentement dans les règles du jeu? Est-elle une puissance du statu quo? Ou est-elle, au contraire, une puissance révisionniste? Va-t-elle vouloir changer les règles du jeu, écrire ses propres règles et amender le système international dans un sens qui lui convienne plus? C'est une question ouverte et c'est d'autant plus intéressant que le précédent président chinois, que vous voyez ici, Hu Jintao, a lui-même été très très sérieux dans sa volonté d'indiquer que la Chine était engagée dans une montée en puissance pacifique. Je me permets, pour l'anecdote, de mentionner que, après les réactions des Américains qui se sont dit « Oui, mais dans montée en puissance pacifique, il y a quand même montée en puissance, donc vous nous inquiétez, peaceful rise », les Chinois ont répondu « Non, non, c'est une erreur de traduction, c'est en fait bien un développement pacifique, et donc peaceful development, pas peaceful rise ». Ce qui indique bien que l'aspect paix pacifique est mobilisé à profusion par les Chinois. Et depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, que vous voyez ici, eh bien, on est peut-être, en tout cas c'est mon argument, dans une autre dimension de la puissance chinoise qui s'exprime sur une base un peu plus civilisationnelle. Le rêve chinois, qui est le projet signature de Xi Jinping, est celui d'une puissance qui est grande, qui doit être reconnue comme telle par ses partenaires internationaux, qui a des intérêts de grande puissance à défendre et à voir reconnus. Et donc, à ce titre, eh bien, tout comme les États-Unis ont pu consolider leur hégémonie dans les Caraïbes, par exemple, eh bien, il n'y a aucune raison pour que la Chine ne puisse pas consolider sa prééminence dans ses mers proches, mers de Chine orientale ou méridionale. Donc, c'est une véritable question qu'on se pose aujourd'hui, avec évidemment le positionnement qu'il est important de problématiser d'autres puissances asiatiques comme l'Inde, l'Indonésie, le Vietnam, autant de pays qui connaissent une croissance économique marquée, ainsi qu'un changement de perception et de perspective dans leur politique étrangère. Alors, ça nous amène à une question qui est finalement ce qui fonde aujourd'hui la théorie des relations internationales, en tout cas dans sa pratique réaliste, dans son paradigme, si je puis utiliser un terme comme paradigme ici, réaliste. C'est est-ce que la Chine est une puissance révisionniste ou une puissance du statu quo? Et donc ça, c'est important. Pourquoi? Parce que ça nous renvoie à une théorie, en tout cas un corpus théorique qui lui-même doit être problématisé. Donc là, si on prend un tout petit peu de hauteur, on se rend compte que la théorie des relations internationales, elle est bien fille de son temps, c'est-à-dire que c'est un rejeton du XXe siècle. C'est une théorie qui a émargé finalement de l'expérience européenne et américaine, des deux guerres mondiales, et qui, dans ses principales écoles, avant l'arrivée du constructivisme et d'autres champs, qu'on peut développer si vous le désirez d'ailleurs, eh bien dans ces courants réalistes ou libéraux, a mobilisé d'abord et avant tout l'expérience et les référents européens. Et son objet d'étude, pendant très longtemps, a d'ailleurs été ce monde occidental. Ce n'est pas un hasard s'il a fallu un leader chinois, Mao Tse-tung, pour parler d'un tiers-monde. Elle s'est développée également dans un monde qui a encore, pendant plusieurs années, donc avant les années 60, connaissait énormément d'empires coloniaux. Donc ça a marqué, en tout cas, la genèse de ce corpus théorique. Et je dirais que le pacifisme, finalement, s'il ne souffre pas, du moins, il est tributaire des mêmes enjeux. C'est-à-dire qu'on a tendance, peut-être parfois, à trop considérer l'enjeu du pacifisme à l'aune de l'expérience et des référents européens. Et à cet égard, le changement, le bouleversement du monde contemporain nous pose cette question en miroir. Donc sur notre propre passé, sur nos propres référents, et finalement sur leur adéquation aux enjeux futurs. Et donc c'est ça que je vais essayer, dans les minutes qui viennent, de problématiser. Parce que la montée en puissance de l'Asie, principalement, je travaille surtout sur l'Asie, vous me pardonnerez, il y a bien d'autres puissances qui se développent aujourd'hui dans d'autres parties du monde, eh bien, elle pose de nouvelles bases à de nouvelles réflexions et de nouvelles politiques. Alors, d'une part, plusieurs pays asiatiques sont très fiers de leur histoire, de leur philosophie, à juste titre d'ailleurs, et demandent une plus grande considération de ces propres corpus-là dans une nouvelle théorie des relations internationales ou dans différents types de théories au niveau, donc théorie, relations sociales, etc.
Alors, c'est pour ça, par exemple, que les Chinois, comme les Japonais, vont parler de théorie des relations internationales aux caractéristiques chinoises ou à la mode japonaise. Donc ça existe vraiment. Des nouveaux objets d'étude, pour ne prendre qu'un exemple, la Corée du Sud a vendu des sous-marins à l'Indonésie. C'est un design allemand qui leur a été vendu, ils l'ont refondu, puis maintenant ils le vendent et ils le coproduisent avec les Indonésiens. Les Indonésiens, à leur tour aujourd'hui, veulent vendre et ont vendu des équipements de défense au Sénégal. Ces reconfigurations-là, au niveau en tout cas du marché des armements, posent question. Nous posent question parce que ça change par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir et parfois de critiquer. Alors c'est également de nouveaux intérêts, de nouveaux subsides de la discipline, ça semble évident. Le questionnement en tout cas qui a lieu dans certaines chancelleries en Asie ou aux États-Unis est très différemment posé que ce qu'on peut entendre ici. C'est-à-dire que vous pouvez vous trouver face à des interlocuteurs en Asie et aux États-Unis qui vont vous parler des mêmes enjeux, mais systématiquement en convoquant des référents qui sont de l'ordre de la théorie réaliste des relations internationales. C'est la puissance qui doit parler. Et alors je vous mets au défi de convaincre vos interlocuteurs alors de dire que l'Union européenne est une force tranquille, une puissance civile et que nous pouvons contribuer efficacement à ce qui se passe dans cette partie du monde. Vous allez être accueillis par, au risque encore une fois d'être provocateur ici, par des soupirs exaspérés bien souvent. Et là encore, ce n'est pas juste un problème, c'est une occasion pour nous de nous interroger, en l'occurrence aujourd'hui, sur ce que ça veut dire dans nos traditions de réflexion, en soi inclus le pacifisme. Et donc, quand l'Asie se développe, certains de ces pays en étant les locomotives, principalement la Chine, eh bien, il y a de nouvelles institutions, de nouvelles normes qui se mettent en place. Et ces nouvelles institutions, nouvelles normes, il faut véritablement se garder de les appréhender à l'aune de leur relation avec l'Union européenne. Je me permets une autre parenthèse. Quand j'ai été invité à parler de l'ASEAN ici à Bruxelles, j'ai eu comme question, eh bien, mais pourquoi ne font-ils pas comme l'Union européenne? Ne sont-ils pas encore assez développés? Ou pourquoi ne sont-ils pas encore là? Mais vous savez, l'ASEAN, l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est, qui regroupe les 10 pays d'Asie du Sud-Est, ne veulent pas ressembler à l'Union européenne. Que du contraire, c'est ce qu'ils disent et répètent. Nous avons fait l'ASEAN pour renforcer notre souveraineté, pas pour en donner quelques morceaux à une institution supranationale. Donc il faut véritablement changer cette manière de réfléchir que nous avons peut-être vis-à-vis du monde, et donc pas seulement de notre place dans le monde, mais de la manière dont le monde évolue et se conçoit lui-même. Alors, à partir de là, on essaye d'atterrir au moins un tout petit peu, mais ce n'est pas évident. Quand on parle de paix, quand on parle de pacifisme, la paix, ça se construit comment? Ça se définit d'une part comme une absence de guerre. Alors, du coup, on réfléchit à un équilibre des forces, parce que vous connaissez l'enjeu, hein, les États-nations qui se construisent voilà, dans un cadre anarchique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autorité supérieure qui permet de gérer efficacement et définitivement les conflits entre États. La paix démocratique, les démocraties ne se font pas la guerre entre elles, une thèse qui pose question. Est-ce que c'est vraiment parce qu'elles sont démocratiques que certains pays ou certaines puissances ne se font pas la guerre? C'est toujours difficile à prouver. Puis c'est pas pour autant que les démocraties ne font pas la guerre tout court. On le voit dans différents théâtres d'opération aujourd'hui. Interdépendance économique, on l'a vu avant 1914, je n'ai pas besoin de le répéter. Ce n'est pas parce que des pays font énormément de commerce les uns avec les autres qu'ils ne se tapent pas dessus. Je ne vais pas dire non plus que du contraire parce que ce ne serait pas vrai, mais c'est, là encore, se baser sur la rationalité des États et de leur société civile lorsque beaucoup de situations concrètes nous indiquent que ce n'est tout simplement pas le cas systématiquement. Le fonctionnalisme, l'intégration internationale, le projet européen, on va faire du commerce et puis on va s'intégrer et au plus on va se comprendre les uns les autres, au moins on va avoir envie de se taper dessus. Là encore, un enjeu de communication, d'information, de confiance, de construction de la confiance entre les États, en multipliant les canaux de communication, la paix s'installe et est de plus en plus difficile à mettre en cause. Ça reste un postulat qui est ancré dans de la théorie avant de la pratique.
La justice sociale, donc la paix par la justice sociale, c'est-à-dire partir du postulat qu'un apaisement du rapport entre l'État et les sociétés peut permettre à un niveau international de consacrer la paix, de la renforcer en tout cas. La sécurité collective, qui repose sur l'idée d'une norme qui puisse être diffusée et partagée entre les États. Et ensuite, Mueller, qui a parlé d'une obsolescence de la guerre, selon laquelle les technologies notamment, mais surtout le coût des armes devient prohibitif, les normes se diffusent, etc., les guerres deviennent obsolètes. Bon, là encore, je ne pense pas avoir besoin de vous dire à quel point c'est peut-être un bon moment pour s'interroger sur tout cela. En tout cas, 7 mécanismes, je ne prétends même pas à l'exhaustivité, par lesquels on pourrait conceptualiser, formaliser le pacifisme aujourd'hui, ou en tout cas la construction de la paix. Comment est-ce qu'on arrive à la paix aujourd'hui? Et donc, comment est-ce que dans le pacifisme, on formalise cette idée de paix? Pas seulement on ne peut pas seulement la définir par ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire la guerre, on doit aussi la définir par ce qu'elle est. Et comment est-ce qu'on la défend, comment est-ce qu'on la soutient, comment dans la durée elle s'installe. Et bon, comme Eddie Kakelberg l'a dit ce matin, la paix se base sur la connaissance, une volonté, une mise en marche. Je trouvais ça beau, donc je l'ai mis aussi. Alors, dans ce cadre-là, la montée en puissance de l'Asie, je me permettais d'ajouter, de mettre pour appuyer mon argument en évidence une caricature qu'on entend souvent, c'est-à-dire d'opposer l'Occident au reste du monde. Et ça, on y est confronté dans la vie de tous les jours, peut-être pas de manière aussi franche, mais bien souvent, quand on dit « nous autres occidentaux », et puis quand j'ai été dans tel pays, j'ai cette expérience-là, etc., c'est quelque chose qui transparaît autant dans la vie quotidienne où ça n'a pas d'impact que dans la théorie des relations internationales et dans la conduite des affaires internationales. Je prendrai pour opposition ce mythe westphalien où on est ancré sur 4 principes de territorialité, souveraineté, égalité, équilibre des forces. Vous les connaissez, ils ont été mentionnés donc ce matin par Alain Jox, et qu'on a opposé, que certains en tout cas ont opposé, à une autre forme d'organisation de la vie internationale que les Chinois auraient développée au travers de leur longue histoire multiséculaire, multimillénaire même pour certains, et qui relève de ce qu'on a appelé le système tributaire. Et donc c'est opposer d'une part le système westphalien, le mythe westphalien, parce que en parlant d'ordre westphalien, on oublie de problématiser ce qu'a été l'État-nation, dans toute sa transformation, majoritairement au XIXe siècle, ça a été majeur, mais également on parle du coup, on oppose cet idéal type, donc westphalien, à quelque chose que les Asiatiques auraient eu dans le cadre d'une domination chinoise notamment. En tout cas, c'est l'argument que fait un certain David Kang, dont vous avez la photo ici et le livre qui est là, qui nous explique que, au travers de l'histoire asiatique, si on la regarde attentivement, bon, je vous dis déjà, il n'a pas regardé attentivement l'histoire asiatique, eh bien, dans le temps long, les fois où la Chine était puissante, la région était pacifiée. Donc finalement, si aujourd'hui la Chine devient puissante, on ne devrait pas s'en inquiéter, que du contraire. Vu qu'au travers d'au moins 2000 ans d'histoire, eh bien, cette Chine a, dans ses cycles de puissance, été une force de stabilisation plutôt que de déstabilisation. Vous doutez bien que dans certains quartiers de Pékin, ça a été très très bien accueilli. Et dans certains quartiers de Washington aussi, tout comme dans certains quartiers de Washington, ça a été très très mal accueilli. Mais je rajouterais que dans certains quartiers d'historiens qui ont été à peu près sérieux dans leur étude de l'histoire chinoise, ça a été très très mal accueilli aussi. Alors, l'enjeu était pour en tout cas David Kang de dire eh bien, la théorie des relations internationales, c'est une théorie, c'est un corpus théorique, cette épistémologie-là, elle est trop eurocentrée. Il nous faut des nouvelles lunettes pour considérer les nouveaux enjeux internationaux, principalement cette montée en puissance de la Chine. Ce qui est quelque chose de louable. Mais il a répliqué dans le champ de l'étude historique les lacunes qu'il avait dans le champ des sciences politiques. C'est en tout cas mon analyse. Alors ce système tributaire, il se base sur quoi? Sur l'idée que la Chine, dans son système de légitimation, qui était celui de l'Empire, par lequel la Chine se définissait comme civilisation, pas comme État, encore moins comme nation, mais comme civilisation, tout ce qui n'était pas chinois relevait de la barbarie. C'est pour ça que la Chine, aujourd'hui, c'est l'Empire du Milieu. On ne dit pas Chine, hein, c'est Zhongguo, c'est l'Empire du Milieu. En tout cas, la place qui se trouve au milieu, Zhongguo.
Et le deuxième grand principe, c'est que l'empereur, qui est le fils du ciel, bon, ça c'est ce qu'on connaît classiquement, c'est lui la garantie de l'harmonie par sa vertu entre la sphère céleste, la sphère terrestre et la sphère de l'humanité, parce qu'il y a 3 sphères. Et donc, en fonction de la vertu de l'empereur, eh bien, l'harmonie, la stabilité du monde, parce que la Chine est le monde, est garantie. Lorsque l'empereur, bien évidemment, n'est pas vertueux, là commencent les soucis. Et là commence l'idée de cycle dynastique et de légitimité dynastique, c'est-à-dire qu'on va expliquer les phases où la Chine se tape dessus, donc il y a des phases de conflit civil, de guerre civile, en disant que l'empereur n'a pas été assez vertueux, qu'une dynastie n'a pas été assez vertueuse. Et donc, pour rassurer ça, pour confronter ce système de pensée, si vous voulez, la Chine a fonctionné selon un système de relations internationales qui n'était alors pas du tout international, vu qu'elle était le monde, elle se définissait par sa civilisation, pas par ses frontières. Toutes les relations avec l'extérieur étaient gouvernées par une structure, un système de pensée, un système de coutumes bien entériné, qui a été appelé effectivement le tribut. Et donc, au plus proche du centre, au plus proche de la cour de l'empereur vous étiez, au plus vous deviez rendre tribut à l'empereur, parce que ça permettait de renforcer cette idée que l'empereur était vertueux et que vous vous rapprochiez du centre de la civilisation. Donc dans cette logique-là, eh bien, toute relation internationale, toute relation avec l'extérieur était considérée comme dans une logique de tribut. Ce qui a permis, à partir des bases, bien évidemment, de l'histoire chinoise, à certains auteurs de dire, mais vu qu'il y a autant de dizaines, de centaines de missions tributaires qui ont été enregistrées historiquement, ça veut certainement dire que la Chine dominait sa région et que tout le monde était content et d'accord. Et je vous propose un seul contre-exemple, ou un seul exemple historique, qui a démontré amplement le contraire. Et là, je saute sur l'occasion que nous fournit Europalia Indonésie. Mais oui, pour ceux qui me connaissent, c'est normal. Donc, à Beaux-Arts, aujourd'hui, vous avez une superbe collection. Donc, il y en a 2 à Beaux-Arts, une à Liège. Et vous avez, pour faire court, une superbe statue d'un roi de l'est de Java, donc cette île de l'archipel indonésien, que vous voyez là en dessous, où s'est constitué un pouvoir politique d'importance au XIIIe siècle, qui s'appelle Singhasari, et qui, lorsque les Mongols sont arrivés au pouvoir en Chine, donc là, on parle de la dynastie des Yuan, Kubilai Khan, il prend les papiers de son prédécesseur et constate « Ah mais tiens, j'ai des tributaires en bas, là, dans une île où il y a énormément d'or. Java. Et donc, il envoie une mission pour leur dire « Bon, vous êtes mes tributaires, venez rendre grâce, venez rendre grâce au nouvel empereur, en l'occurrence Kubilai Khan. » Évidemment, les Javanais ont été ravis de cette visite et ont renvoyé ces émissaires chinois avec quelques morceaux en moins. Manifestement, des oreilles, leurs nez ou leurs oreilles ont été coupés. En tout cas, le message était très clair. Ce tribut, bon, on l'interprète un peu autrement pour nous. L'empereur chinois Kubilai Khan a saisi l'occasion. Il a monté une expédition pour aller punir donc ce royaume de Singhasari. Le problème, c'est qu'en arrivant sur place, le roi Kertanegara avait été assassiné. Un autre prétendant au trône, si vous voulez, avait pris sa place. Il l'avait assassiné. Et donc, Jayakatwang, pour ceux qui veulent le savoir. Et donc, quand les Chinois arrivent, ils sont dans cette nouvelle situation où celui qui les a offensés n'est plus au pouvoir. Du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se demandent un peu ce qu'ils vont faire. Un prince qui a été écarté du pouvoir leur dit « Mais écoutez, allions-nous, et puis alors, on met Jayakatwang, on le liquide, je prends sa place, et évidemment, je vais rendre gloire à Kubilai Khan. » Les Chinois acceptent. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ils battent les armées de Jayakatwang. Le prince, en l'occurrence Raden Wijaya, devient roi. Et quelle est sa première décision, une fois qu'il est roi ? Je vous le donne en mille. C'est pas de remercier les Chinois, c'est de les foutre à la mer, à la pointe de l'épée. En disant, maintenant, je n'ai plus besoin de vous. Et donc, tout ça pour dire que donc, Raden Wijaya devient Kerta Wijaya, le premier empereur de l'empire donc, de Majapahit, qui était la plus grande puissance de l'Indonésie, indo-bouddhiste, de l'Indonésie,
qui a eu son essor du XIIIe au XVe siècle, et dont la statue se trouve pour le moment encore à Beaux-Arts, qui se trouve là sous une forme stylisée. Tout ça pour dire quoi? Eh bien que les puissances périphériques de la Chine n'ont pas eu tout le temps la même vision de leur propre place dans le monde que la Chine leur attribuait, et que parfois ils ont été plus que capables de lui répondre de manière assez franche et directe. Et en 2010 encore, dans le Parlement indonésien, quand on parlait des investissements chinois, il y a encore un parlementaire qui a mentionné ça en disant « Mais la menace chinoise, souvenez-vous du XIIIe siècle, des expéditions de 1292, nous avons été attaqués. » Donc voilà. Là, c'est vraiment une histoire qui court-circuite toutes nos références européennes et qui pourtant perdure aujourd'hui dans les esprits, dans la réflexion politique, et qui a des ramifications très concrètes et qui nous interroge sur ce que ça veut dire. Voilà l'extension de l'empire de Majapahit à l'époque, qui nous interroge sur ce construit d'un système tributaire qu'on retrouve par ailleurs, en tout cas sous forme, j'ai envie de dire, symbolique, dans les grands sommets que la Chine a organisés, par exemple avec l'Afrique, où vous avez le président qui les attend, qui les accueille en restant bien sur place et qui, avec tout le décorum savamment étudié, essaye de reproduire un petit peu ce qui avait cours pendant la période impériale. Xi Jinping mobilise énormément de concepts dans ce discours qui renvoient à cette époque impériale. Donc il a parlé aux forces armées en utilisant le mot Tianxia, qui est le terme pour dire tout sous les cieux, c'est-à-dire un terme qui remonte à cette période impériale où l'empereur dirigeait tout sous les cieux. Évidemment, la réalité de ce système tributaire, je l'ai mentionné grâce à un exemple, était très différent de cet idéal type. Il n'y a d'ailleurs pas de mot chinois pour système tributaire, et il y a énormément de conflits. Énormément, qui ne sont évidemment pas relatés dans les chroniques chinoises. Ça semble évident. Voilà. Alors, j'ai encore combien de temps? Donc, l'Asie, qui est pourtant, en tant qu'Européen, on doit la regarder à l'aune du commerce qu'on fait avec elle, très importante. Si on parle de l'Indo-Pacifique, c'est presque 1000 milliards de dollars de commerce annuellement. C'est également un théâtre qui est très loin d'être pacifié. Vous avez la Corée du Nord qui représente un grand danger aujourd'hui, mais également toutes les disputes en mer de Chine orientale, en mer de Chine méridionale, en mer du Japon, le détroit de Taïwan, et puis alors les Rohingyas parmi tant d'autres. Donc si on regarde ce paysage asiatique et qu'on reprend les 7 mécanismes par lesquels on a pu conceptualiser et formaliser la construction de la paix précédemment, on se rend compte qu'en Asie, ça ne va pas tout à fait de soi. Leur expérience n'est pas du tout la même, et leur référent pour parler d'une construction de la paix n'est pas la même. Pour ne prendre qu'un seul exemple, le premier, c'est que c'est encore en Asie qu'on retrouve les frontières, les principales frontières héritées de la guerre froide, en l'occurrence entre les deux rives du détroit de Taïwan et le 38e parallèle entre les deux Corées. Alors, quand aujourd'hui la Chine promeut une nouvelle initiative, une nouvelle route de la soie, de nouvelles routes de la soie au pluriel, donc là, dans un versant qui est à la fois continental avec différents projets et maritime, eh bien, ça doit nous poser question. Là, on parle d'un projet qui rassemble 65 pays, des promesses d'investissement chinois sous diverses formes qui représentent pratiquement 1000 milliards de dollars, mais qui évidemment sont accompagnés de plein de choses. Donc vous avez par exemple Wang Yi qui va nous dire que c'est une coopération inclusive, pas un instrument géopolitique, ne vous inquiétez surtout pas. Bon, bien entendu, il y a lieu de se poser certaines questions, surtout quand on voit l'usage qui est fait en disant, Xi Jinping qui a dit, vous savez, l'Asie du Sud-Est a été de tout temps un carrefour important sur la route de la soie maritime antique, et donc sur cette base-là, vu que nous avons été pacifiques, dans notre expansion à l'époque, il n'y a pas de raison que nous ne le soyons pas aujourd'hui. Donc, cette idée de pacifisme, ou en tout cas d'expansion pacifique, pour la Chine, se justifie par un recours à l'histoire. Or, pour ne prendre qu'un seul exemple, là encore, dans les grandes expéditions de Cheng He, l'amiral chinois, eh bien, pacifique, bien entendu, quand il s'est arrêté au Sri Lanka, et qu'il a un roi qui, sur place, a refusé, là encore, de reconnaître la prééminence de l'empereur,
Ils ne lui ont pas dit « bon, ok, ça va, on ne fait que passer ». Non, ils l'ont rapatrié à Pékin pour bien lui montrer que là, il devait se mettre à genoux pour enfin le ramener au Sri Lanka par la suite. Donc, bon, pacifique, c'est quand même relativement relatif. Mais cette idée d'une histoire partagée est mobilisée encore et encore. Et on le retrouve aujourd'hui dans les relations entre l'Europe et l'Asie. Vous avez ici donc, le ministre des Affaires étrangères mongol qui, lors du dernier sommet de la SEM, nous disait « L'histoire, le commerce et la mémoire sont de notre côté. Nous avons ça pour nous. » Donc, c'est véritablement important aujourd'hui de s'interroger sur l'histoire, sur une histoire globale, dans laquelle l'Asie a toute sa place. Et je terminerai, parce qu'il est plus que temps, par cette question des normes et de la gouvernance. Parce que pour la Chine et pour l'Europe, ça nous pose vraiment une question sur comment est-ce qu'on défend la paix aujourd'hui. La paix par la règle de droit. Nous avons eu cette occasion qui nous a été offerte par la Cour permanente d'arbitrage à La Haye en juin de l'année passée, qui a rendu un verdict sur une clarification de la règle de droit, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, dans les disputes qui opposent la Chine aux pays de la région. On a eu beaucoup de temps pour se préparer à ce verdict, parce qu'on savait que la Chine allait être déboutée de la majorité de ses réclamations. Le fait est qu'effectivement, sur 15 réclamations posées par les Philippines, 5 sont retenues par la Cour à charge de la Chine. Et il a fallu 3 jours et demi à l'Union européenne pour réagir. Alors qu'elle avait un document tout prêt. Qu'est-ce qui s'est passé en dernière minute? Eh bien, pression de la Chine d'une part, et résistance de certains pays, pour ne pas les nommer la Grèce, la Hongrie et la Croatie, qui, avec leurs propres différends, d'une part maritimes, entre la Slovénie et la Croatie, de par leurs investissements chinois pour la Hongrie et la Grèce, ont dit non, 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 on ne va certainement pas s'antagoniser la Chine. Alors, voilà, on a eu l'occasion de nous positionner pour défendre ce qui nous est le plus cher, la règle de droit au niveau international, nous poser de manière cohérente, dire que le projet européen, c'est celui de la règle de droit, de l'intégration, de la norme, etc. Et on a complètement raté le coche pour des raisons, là, de politique et d'économie. Et encore une fois, donc je terminerai en disant, cette fois c'est pour de vrai, pour simplement, parce que j'ai été un peu dans tous les sens, avoir une conclusion en 4 points. L'opposition qu'on fait souvent entre l'Occident et le reste du monde, c'est dangereux. Il faut problématiser tout ça. Je pense que c'est assez évident. Mais j'ai également un argument métathéorique, qui est de dire que le pacifisme se trouve aujourd'hui, malheureusement, en marge d'une reconfiguration de la théorie des relations internationales. Ça vaut la peine de réfléchir comment le réintégrer dans cette théorie. Un argument théorique, que le pacifisme, dans toute son histoire, doit nous permettre de rétablir un dialogue porteur avec d'autres partenaires au niveau international. Ça nous permet de nous poser la question sur notre propre histoire et sur l'histoire de nos partenaires. Et enfin, un argument éthique qui, je pense, est le plus important, c'est que le pacifisme nous offre une opportunité que bien d'autres courants théoriques ne nous offrent pas, qui est de conceptualiser la paix et pas seulement le risque de conflit. Et là-dessus, je vous remercie.